à toutes et à tous. D'abord 2 mots pour remercier M. Mestica d'avoir mentionné le fait que Telecity Group a le plaisir, je crois, pour la 3e année consécutive de sponsoriser ce cycle de conférences que nous trouvons, une des raisons pour lesquelles nous le faisons, c'est bien sûr que nous les trouvons toujours aussi passionnantes. De la même manière que le rôle et les activités du CLUSIF. Et j'espère que nous continuerons à le faire longtemps ensemble. Néanmoins, c'est évidemment pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Il va être un exercice un petit peu difficile pour moi parce que l'orateur précédent a brillamment expliqué un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous. Néanmoins, je vais probablement passer très rapidement sur certaines slides que j'avais préparées. Et comme l'indiquait le titre dans l'invitation aux conférences, passer un peu plus de temps sur les aspects peut-être physiques liés au cloud et pourquoi est-ce que, contrairement à l'image classiquement véhiculée, le data center est un acteur clé, un enabler aujourd'hui clé du cloud computing. D'abord, rapidement sur le cloud lui-même, il y a une évidence aujourd'hui, c'est que, même si tout le monde dit, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il ne se passe pas nécessairement grand-chose, c'est pas nécessairement vrai. Aujourd'hui, les choses ont réellement démarré. Ce que vous voyez ici, c'est une courbe d'instance EC. Alors EC, c'est pour Elastic Computing, qui fait référence à l'outil d'Amazon EC2, et où il est absolument clairement visible, je crois, que le nombre de requêtes augmente de manière considérable, de manière quasi exponentielle, au fur et à mesure, l'échelle étant mois, en 2 mois, ce qui donne une petite idée du fait que vraiment les choses ont démarré. Néanmoins, une fois qu'on sait qu'elles ont démarré, de quoi s'agit-il exactement? Alors, je vais évidemment pas reprendre tout ce qui a été dit préalablement. Je vous laisse lire rapidement ces 2 citations qui montrent à l'évidence que beaucoup d'éléments constitutifs du cloud aujourd'hui sont des éléments qui existaient auparavant et qui ont été réorganisés grâce à un certain nombre de nouvelles technologies, le cloud n'étant pas une nouvelle technologie à notre sens, qui ont permis cette nouvelle forme d'utilisation qui est, comme le dit de manière assez humoristique Larry Ellison, évidemment très à la mode aujourd'hui. Je disais donc que le cloud est lié à des services qui sont nouvellement présentés, mais qui existaient sous des formes différentes il n'y a pas plus longtemps que 10 ans, qui étaient tout simplement ce qu'on appelait des services d'hébergement, où les correspondances se font clairement à services applicatifs. On est passé logiquement au SaaS. L'hébergement administré, managé, s'appelle aujourd'hui, sous une forme différente bien entendu, Platform as a Service. Et il en va de même pour l'hébergement partagé et dédié, qui est appelé aujourd'hui IaaS, comme ça a été dit précédemment. Peut-être utile de revenir rapidement sur les éléments qui ont permis de passer des appellations 2000 et de l'organisation du modèle qu'il y avait en 2000 aux organisations et modèles qui ont lieu aujourd'hui. C'est à l'évidence les éléments de virtualisation. On a vu clairement dans l'étude qui a été présentée par mon prédécesseur que la virtualisation reste l'élément dominant comme constitutivité même du cloud. Elle a largement aidé à son développement. A largement aidé également tout ce qui touche à l'accroissement des capacités réseau. Évidemment, plus on a de bandes passantes et plus on peut distribuer son architecture et utiliser des applicatifs qu'on avait précédemment chez soi par le fait qu'ils soient ailleurs. Et il en va de même, bien entendu, pour ce qui touche à Web 2.0 et à toute l'interactivité qu'il peut y avoir. Et enfin, à ne pas oublier, il serait difficile aujourd'hui de commencer à parler des éléments de cloud s'il n'y avait pas des serveurs de beaucoup plus haute densité, capables d'alimenter une foultitude de serveurs virtuels et évidemment des centres de données capables d'héberger en interne ou en externe ces serveurs de très haute densité. Donc là, ça paraît simple pour le moment. C'est une évolution qui paraît logique en fonction des catalystes que j'ai pu vous donner tout à l'heure. Néanmoins, c'est dit différemment exactement ce qui a été présenté tout à l'heure. On considère, nous, que ça reste, sous l'apparence de la simplicité, plutôt complexe, puisqu'on a les 3 couches que vous avez vues tout à l'heure. J'ai fait une tentative de traduction, mais je pense qu'elle est tout à fait inutile,
On est bien sur SaaS, PaaS et IaaS sur ces trois modèles qui intègrent en SaaS, collaboration et CRM les logiciels classiques avec les mêmes, comme par hasard, les mêmes exemples que dans la présentation précédente. Il en va de même pour la plateforme. Vous voyez, plateforme d'assistance au développement de nouvelles applications qui sont le plus souvent en facturation, en toutes sortes de middleware, bases de données comme évoqué précédemment également, et sécurité. L'infrastructure elle-même couvrant les besoins en réseau, en serveur, en stockage, et se répartissant le plus souvent sur un tissu de data center important. Il est rare dans l'élaboration d'un cloud qui soit privé, et évidemment a fortiori public, que tout cela repose sur un data center. Il y a une distribution d'une part des serveurs, mais d'autre part des endroits où ils se trouvent, bien sûr. Tout ça reste malgré tout complexe, et lorsqu'on parle des modèles de distribution, la complexification devient encore plus grande. Je crois que ce qu'il faut retenir rapidement de tout ça, qui est présenté par Forrester, qui est un organisme de recherche bien connu et qui va évidemment pas simplifier la chose, puisqu'on a besoin de lui pour nous l'expliquer. Néanmoins, il a le bénéfice de rentrer dans un certain nombre de détails, duquel nous on retient trois choses essentielles. Vous avez 4 modèles qui ont été présentés tout à l'heure. On a retiré, nous, le communauté qui est, a priori, concerne aujourd'hui relativement peu d'utilisateurs, pour comprendre qu'il y a bien 3 formes de cloud quand même. Un privé qui est nécessairement à l'intérieur de l'entreprise, un public avec des services fournis à l'extérieur, et ce qui se développe en deuxième phase. Aujourd'hui, évidemment, le privé est ultra dominant, on l'a vu dans l'étude que vous avez montrée. Le public l'est fondamentalement moins, et l'hybride est celui qui commence à se mettre de plus en plus en place. En résumé, on pense, nous, qu'il n'existe pas encore de standards et de bonnes pratiques généralisées. Tout le monde essaie de donner une définition, on y arrive à peu près en faisant référence à des modèles élaborés par des organismes de recherche. La réalité concrète au quotidien pour nous tous aujourd'hui, c'est que il n'y a pas encore de standard. Le cloud, c'est quoi? C'est ce que chaque fournisseur ou chaque consultant dit que ce que c'est. Et in fine, ça revient à dire, écoutez, le cloud, c'est ce que moi je vous recommande, ce que je vends ou ce que je mets en œuvre. Ce que nous pensons, nous, en termes très simples, alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans exactement ce que je viens de dire, que font tout le monde, quoique un tout petit peu quand même, l'idée étant non pas de vendre ma marchandise, mais surtout de vous montrer l'optique du cloud vue par sa base, sa fondation, à savoir le data center. Pour un data center, que ce soit nous ou d'autres, bien sûr, le cloud se présente très simplement selon les 3 modèles que vous avez vus, en le SaaS lui-même étant véritablement ce que nos clients, nous avons évidemment beaucoup de clients qui sont des fournisseurs de logiciels en mode SaaS, avec qui nous parlons au quotidien et qui alimentent nos réflexions, y compris bien entendu une partie de cette présentation. Et tout ce qui touche à plateforme et à infrastructure, qui est traditionnellement ce que ce soit bien entendu des matériels ou même des premiers niveaux logiciels, se trouve dans nos data centers. Nous, on le voit très simplement comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui facilite les enablers du cloud aujourd'hui? On les divise en 3 catégories. À l'évidence, le cloud est un vecteur d'efficacité. Il permet à souvent des collaborateurs d'avoir accès aux applications et aux données de l'entreprise, qu'elles soient publiques ou privées, à tout moment, sans qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un qui soit sur place dans l'entreprise, de n'importe où. Et c'est effectivement très très important dans le développement du cloud. Aussi important est la productivité, utilisation plus efficace des ressources informatiques. Il faut savoir que aujourd'hui, dans nos data centers, sur tous les serveurs qui y sont hébergés, la capacité de ces serveurs est d'utiliser environ qu'à 20%, entre 15 et 25. Lorsqu'on passe en mode cloud, donc vous avez compris, principalement virtualisé, distribué, on est autour de 60-80%. Ça fait gagner de la place, ça fait gagner de l'efficacité. In fine, ça utilise mieux les ressources.
Les dites ressources qui sont, on l'a vu tout à l'heure par l'optique de palier qui a été évoqué, qui sont un des gros avantages et un des gros éléments qui a participé à l'évolution, à la création du cloud computing et qui participe toujours à son évolution aujourd'hui. C'est bien sûr pour vous, utilisateurs de logiciels et du serveur qui va avec, vous n'avez plus à acheter des licences, vous n'avez plus à acheter des serveurs, plus à faire des dépenses en CAPEX qui sont encore plus difficiles à réaliser en temps de crise, mais vous pouvez, à la demande, ajuster vos dépenses en OPEX en fonction des besoins que vous avez. De la même manière, vous pouvez, en appliquant le même modèle, si vous avez des clients, vous-même, en interne ou en externe, appliquer le même modèle à vos clients en mesurant et en facturant à la demande uniquement selon l'utilisation. Voilà un petit résumé de comment nous on voit la chose de notre point de vue. En d'autres termes, donc, le cloud, pour un petit rappel, alors évidemment je m'adresse à d'éminents spécialistes, mais pas plus mal parfois d'énoncer quelques évidences. Le cloud, c'est évidemment pas une technologie, ça reste l'organisation, la réunion de technologies et de tendances existantes combinées pour fournir des infrastructures applicatives et des applications évolutives aux besoins de l'entreprise. C'est un modèle d'exploitation et de distribution comme je viens de l'évoquer. Ça n'en reste pas moins une opportunité de marché réel. On a vu la courbe en introduction de cette présentation. Alors là, je reconnais, je ne sais pas si vous pourrez m'aider, je reconnais que j'ai vu tout un tas d'estimations sur combien le cloud représentera en nombre de milliards de dollars dans 3 ans. Ça va de 1 à 44. Alors je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que on verra dans 3 ans. Ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle session comme aujourd'hui. Et évidemment, l'introduction également montrait que le cloud est... en conclusion, si vous voulez, si le cloud est mis à... On est parfait, un petit peu fatigué d'entendre beaucoup de gens parler du cloud, d'en parler différemment, sans en parler concrètement d'ailleurs. On est tous probablement sollicités par des relais d'information, des gens qui cherchent de l'information pour pouvoir informer d'autres personnes, des gens de la presse notamment. Souvent on s'aperçoit que tout ça manque de concret. On a parfois même du mal à expliquer. Je parlais il y a 6 mois, j'avais grand mal à expliquer à mes amis journalistes qui me posaient la question quel était le réel contenu de tout ça. On s'en rend compte un petit peu mieux maintenant, on s'en rend compte un petit peu plus. On pense quant à nous que même si c'est difficile à démarrer aujourd'hui en tant que réalité, ça le deviendra un jour. Alors le data center là-dedans, quel est son rôle? On voit dans la colonne de gauche les principaux avantages qui amènent des entreprises et des organisations à avancer vers les modèles du cloud. Évidemment, on les a vus précédemment, je ne vais pas les relister. Dans la deuxième colonne, vous voyez les utilisations initiales que font les entreprises du cloud, où on est typiquement sur des applications collaboratives, des applications du type web et web server, services de sauvegarde et applications, alors classiques, du genre Salesforce, en ressources humaines, en ERP ou en CRM. On a les avantages sont générer donc des adoptions initiales, et puis on commence à voir un certain nombre de défis. Ces défis sont ceux de la sécurité, on en a parlé tout à l'heure, je reviendrai rapidement après. On a vu également tout à l'heure qu'il y avait des soucis de disponibilité, puisque vous avez évoqué des possibilités et des risques d'interruption de services massive. Il y a des défis en termes de performance des applications. Il y a des défis en termes d'évolutivité. Là, je parle principalement évidemment des clouds privés. Lorsque vous avez établi la base hardware, parce qu'il en faut quand même une, dans un environnement d'hébergement de votre cloud privé, eh bien, ma foi, je l'espère pour vous, je suis sûr que c'est le cas pour tout le monde ici, vous allez avoir de la croissance, donc il faut que tout ça évolue. Et puis évidemment, tout ça est consommateur d'énergie.
Et ces éléments-là, ces défis, peuvent constituer parfois des freins à l'adoption. Nous, évidemment, comme c'est le cœur de notre métier, on milite pour que ce ne soit pas le cas. Et je vais rentrer dans le détail de ces éléments-là très rapidement. On est persuadé, nous, que on a évoqué le cloud, ce qu'il est, comment il est né et ce vers quoi il évolue aujourd'hui. C'est vraiment des modèles d'utilisation principalement sur des couches applicatives, mais qui nécessitent probablement moins de serveurs que c'était le cas avant, en tout cas chez les utilisateurs, mais qui nécessitent beaucoup de serveurs, en particulier évidemment chez les prestataires et les fournisseurs de SaaS. Tout ça, in fine, repose sur des machines, les dites machines devant être localisées dans un endroit sécurisé, parce que la fonction de l'informatique est de délivrer la bonne information à la bonne personne au bon moment, et que la partie bon moment est, à ma connaissance, assurée par la sécurité. Et la sécurité, elle est logique, mais elle est également physique. Vous pouvez avoir des tonnes d'outils logiques visant à assurer la sécurité. Si les machines ne fonctionnent pas elles-mêmes, il ne se passera pas grand-chose. Un data center voit la sécurité, grosso modo, en 4 et puis bientôt 5 grandes familles. La première famille, c'est la sécurisation de la fourniture d'énergie, bien sûr. Il faut que les serveurs fonctionnent, ils ont besoin d'électricité. Pour ça, typiquement, les éléments qui se développent, alors vous avez quelques photos ici de notre dernier site que nous avons ouvert il y a quelques mois à Aubervilliers, et qui a la particularité, je cite en exemple, d'avoir 2 vraies arrivées EDF venant de 2 postes sources différents, et ce qui est unique, mais que nous avons réussi à obtenir, qui est une avancée, il y en aura d'autres, je l'espère, les 2 câbles sont parfaitement dédiés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre client dessus, parce que les réseaux électriques, comme vous savez, peuvent être perturbés par toutes les personnes qui sont sur le réseau, comme dans tout réseau, ça reste un fluide. Donc il faut bien entendu, si vous avez un data center en interne ou que vous envisagez d'en avoir un ou de l'externaliser, pensez bien évidemment à mesurer le nombre d'arrivées EDF, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si jamais les 2 devaient avoir un souci, ça peut arriver, j'espère pas trop longtemps, il y a des éléments, des machines servant à assurer une fourniture électrique de secours, c'est des groupes électrogènes. Donc, c'est la première partie, c'est la sécurisation de la fourniture d'énergie. La seconde partie, vous le savez probablement aussi bien que moi, c'est que toutes ces machines-là doivent travailler à certaines températures. Donc la deuxième forme de sécurité que nous on présente, c'est la sécurité de contrôle climatique, que ce soit température ou humidité. Alors là, pareil, beaucoup de redondance et beaucoup d'organisation. Le troisième type de sécurisation, c'est la sécurisation anti-feu. Alors ça peut paraître bête, mais c'est extrêmement important. Tant de feux pouvant provenir de l'intérieur, ce qui est très rare dans une salle d'hébergement, parce qu'il n'y a rien qui brûle. Il y a juste des câbles qui peuvent chauffer et générer de la fumée. Quand il est bien organisé, c'est-à-dire qu'on interdit que des cartons rentrent dedans et tout ce qui est inflammable, il n'y a rien qui brûle à l'intérieur. Mais souvent, la menace feu vient des salles qui sont juste à côté. Ça peut être l'endroit où il y a des groupes électrogènes, par exemple, donc il faut vraiment les séparer de manière importante. Ça peut être d'autres salles qui ne sont pas à vous, ou pas au data center, et dans lesquelles peut se déclarer un feu qui va traverser le mur si le mur n'est pas conçu pour. Donc on a beaucoup d'outils par rapport à ça. Le quatrième métier principal en termes de sécurité dans un data center, c'est évidemment le contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que non accès à vos équipements que les personnes que vous avez dûment autorisées et selon des procédures que vous avez autorisées et qui peuvent, la dite autorisation pouvant évoluer rapidement pour évidemment faire face aux circonstances. J'ai dit qu'il y en avait un cinquième qui arrivait rapidement, c'est qu'une fois que vous avez vos machines, par exemple tenant un cloud privé dans un data center, ou même si ce n'est pas un cloud, vous devez bien entendu vous connecter à ces machines, sinon vous n'en gardez pas le contrôle, ce que j'ai bien compris, vous souhaitez tous l'éviter, et ce que je comprends très bien. Et pour ce faire, vous allez passer par un ou plusieurs réseaux de connectivité. C'est aussi pour nous une sécurité. Nous sommes, comme certains de nos confrères, data centers dits neutres ou dits indépendants. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est neutre et indépendant des fournisseurs de connectivité principalement. Ces fournisseurs de connectivité, dits telco, ont eux-mêmes leur centre de données.
évidemment, ils vont fournir leur connectivité à eux. Nous considérons pour notre part que ce n'est pas assez sécurisé, un réseau pouvant avoir un problème, qu'il soit technique ou relationnel, et qu'il est préférable d'avoir, en termes de sécurisation, de multiples fournisseurs de connectivité, tant pour vous connecter, vous, à vos machines, qu'évidemment, le contenu de vos machines, que vous désirez être connecté au web. Ça, c'est les principales sources de sécurisation qui sont dans un data center et qui sous-tendent à la fois l'informatique traditionnelle, en mode, j'allais dire, avant cloud, et a fortiori les architectures de type cloud qui vont par la multiplication et la distribution générer des besoins, quoi qu'on en dise, à notre avis, en serveurs relativement importantes, qui devront être sécurisés, bien entendu. Donc voilà pour la partie sécurisation des data centers. Je répondrai à vos questions si vous voulez des choses plus précises tout à l'heure. En résumé, alors quand on dit doivent, évidemment, tout ça résulte de discussions que nous avons eues, nous, avec nos clients, responsables de l'informatique et CIO. Donc, évidemment, c'est une suggestion. Hein, nous n'avons pas la prétention de définir des règles, mais nous suggérons que lorsque vous allez commencer à réfléchir à l'adoption de modèles en cloud computing privé ou public, que vous puissiez vous demander où est-ce que ça a du sens dans votre organisation. Il n'est pas absolument obligatoire que vous vous lanciez dans un mode tout cloud. D'abord, il faut apprendre comment ça se passe, il faut mesurer les enjeux de sécurité, et la meilleure méthode pour ça consiste probablement à commencer par certaines applications et commencer par celles pour lesquelles le mode cloud fait le plus de sens par rapport à la fonctionnalité. De la même manière, vous vous demanderez probablement quels sont les services pour lesquels il est le plus facile pour vous de pouvoir commencer à rentrer dans un mode cloud sans pour autant prendre de risques par rapport à la disponibilité de votre production. On recommande également que soient compris les différences que tout cela peut avoir sur l'organisation du reste de l'entreprise, pas uniquement sur le plan informatique, et que ce soit bien compris par l'ensemble du groupe de direction de l'entreprise, parce que, évidemment, tout ça va avoir des impacts sur la vie au quotidien d'un certain nombre de collaborateurs hors informatique. Et on suggère, évidemment, de comprendre également dans quelle mesure il est nécessaire à l'évidence, mais dans quelle mesure il est possible de procéder à des audits des matériels et des logiciels dans l'optique d'un passage au cloud. Ce n'est pas nécessairement la chose qui sera le plus facile, mais c'est quelque chose qu'on recommande fortement. Et donc, de développer une stratégie, probablement de commencer par un mode de cloud qui soit privé, aller vers l'hybride doucement et d'attendre peut-être un petit peu avant de se lancer dans des logiques de cloud public complètement. Le tout élaboré autour d'une feuille de route, de manière à ce que chacun puisse se familiariser, devenir plus confiant, devenir plus expérimenté également, en particulier en termes de sécurité, pour pouvoir avancer en prenant le minimum de risques. Les questions que nous suggérons également de vous poser dans l'optique où, alors, on revient pour la dernière fois, je vous le promets, à l'optique data center, dans l'optique où, évidemment, que votre cloud soit privé et que donc vous l'hébergiez chez vous dans vos salles ou chez nous dans nos data centers en mode externalisé, ou d'ailleurs qu'il s'agisse d'un cloud public, auquel cas vous allez probablement demander à votre prestataire de répondre à ce type de questions, c'est est-ce que la capacité de l'endroit où vous allez, enfin des infrastructures, qu'elles soient hardware ou qu'elles soient physiques en termes de salles, que vous allez mettre en place, sont-elles évolutives? C'est évidemment extrêmement important. Posez-vous la question. Se retrouver bloqué dans une logique de cloud, ça n'a pas de sens. C'est l'inverse de l'essence même de ce qu'est le cloud. Interrogez-vous, bien entendu, si les infrastructures sont connectées. Je viens de vous donner un petit aperçu de ce qu'on appelait connecté. C'est évidemment pas par un seul prestataire de connectivité, mais également connecté dans une logique où votre plateforme, vous la voyez internationale, ça ne peut pas être uniquement à Paris. Donc il faut peut-être s'interroger, si vous choisissez un prestataire de data center, par exemple, s'il a
des data centers dans plusieurs pays européens? Si c'est le cas, comment sont-ils connectés entre eux? Et puis aussi, sur chacune des principales places en Europe, comment est-ce que ces data centers sont connectés aux principaux points d'échange IP, là où tout se passe, et là où les meilleures routes sont choisies pour permettre à vos utilisateurs d'avoir une meilleure expérience de vos services. Et bien entendu, bon, je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a évoqué il y a un petit instant, des installations elles-mêmes réellement sécurisées et redondantes sur tous les aspects. Deux petits mots pour conclure sur... alors ça, c'est clairement des éléments qui n'émanent pas directement de Telecity Group, mais principalement de recherches qu'on a pu faire. Alors elles vont overlapper ou se croiser avec ce qui a été fait et présenté précédemment. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est également des petits aides-mémoires de manière à ce que au moins des choses soient listées, que vous ayez peut-être des référents par rapport à vos propres méthodes. C'est toujours un peu délicat de parler de sécurité informatique quand on s'adresse à d'éminents spécialistes réunis au sein d'Inclusif. Je n'ai pas cette prétention-là, mais on a fait quelques recherches également et on a pu lister des éléments auxquels vous pouvez vous référer pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ce qui est important dans l'esprit, on l'a vu tout à l'heure, c'est le contrôle. À l'évidence, dans votre informatique, chez vous, avec vos propres process, vos propres mesures de sécurité que vous contrôlez, que vous implémentez, que vous maintenez, que vous faites évoluer. Bon, c'est du travail, bien sûr, mais vous le maîtrisez. Alors que dans le cloud, tous ces éléments-là vont sortir de votre contrôle. Et c'est certainement un des freins en termes de sécurité les plus importants. C'est-à-dire que vous allez devoir vous appuyer sur des éléments aussi importants que la sécurité de vos données et d'autres éléments de sécurité que vous pouvez avoir en tête, sur quelqu'un d'autre. Alors c'est un choix, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Je dis juste qu'il faut bien en avoir conscience. C'est votre prestataire dans une logique de cloud public qui va gérer votre sécurité. Vos données vont être utilisées par des infrastructures que vous ne maîtrisez pas, des gens que vous ne maîtrisez pas. Je reprends pour les lister, évidemment, la classique répartition des menaces dans un SMSI. Confidentialité, intégrité, disponibilité. En termes de confidentialité, vous avez... Bon, je les mets vraiment pour mémoire. Vous connaissez évidemment mieux que quiconque toutes ces menaces. Je liste aussi pour mémoire les éléments qui sont constitutifs de ces quelques slides sur la sécurité émanent d'un rapport assez récent de Deloitte et Touche en Angleterre. Un peu stupidement, je reconnais que vous avez été beaucoup plus courtois que moi, monsieur, je vous en félicite. Je n'ai pas l'URL, mais j'essaierai de vous la trouver. En tout cas, je la ferai parvenir à nos amis d'Inclusif. Cette étude rappelle rapidement les différents types d'attaquants, qu'ils soient internes ou externes, et les différentes catégories d'attaquants. C'est néanmoins relativement intéressant à lire, même si c'est probablement nouveau pour très très peu d'entre vous. Les risques de sécurité, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, vous avez évidemment à vous poser des questions sur l'accès de vos utilisateurs privilégiés à vous. Quand c'est vous qui gérez, c'est facile. Quand les politiques de sécurité sont gérées par d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Je ne reviens pas sur le fait que les données sont localisées dans des endroits que vous ne maîtrisez pas. Elles peuvent être à l'étranger. Et évidemment, il y a un risque lié au fait qu'elles soient stockées avec des données d'autres clients. Peut-être plus important encore, l'élimination des données. Vous arrivez par des contrats bien vus, avec des clauses de réversibilité intéressantes et bien discutées, vous arrivez à quitter un de vos prestataires de cloud. Vous allez récupérer vos données. Quelle garantie avez-vous que ces données ont bien été éliminées? Et réfléchir. De la même manière, encore une fois, je vous rappelle que vous ne pouvez pas déployer vos propres systèmes de contrôle et d'investigation. Il faut, dans le cadre des contrats, j'imagine que Blandine parlera de ça très bien tout à l'heure, non seulement que tous ces points-là soient travaillés, mais également qu'ils soient bien listés en détail avec des engagements de niveau de service de type SLA, c'est-à-dire à ce qu'au moins vous ayez la certitude qu'une grande attention est portée à ces éléments-là.
En termes de menaces émergentes, liées spécifiquement au cloud lui-même, d'attaques de type latéral, un client infiltrant une infrastructure pour accéder aux données des autres clients, donc un client du cloud qui est dans le cloud et qui latéralement va aller voir s'il peut porter une attaque sur vos informations. En délit de service, même si les ressources sont partagées, je vous rappelle que leur utilisation est passée de 20% de la capacité du serveur à 80%. Donc si on commence à attaquer massivement, c'est parfois par justement la capacité du serveur lui-même que ça peut flancher, puisqu'il commence à atteindre, puisqu'il est en défaut en vitesse de croisière déjà à des niveaux d'utilisation de sa capacité relativement importante. Attaque des réseaux sociaux, les réseaux sociaux constituant une très grosse mine d'informations personnelles. Attaque des terminaux mobiles. Encore une fois, vous vous rappelez que l'orateur précédent vous évoquait le fait que des PDA ou le nouvel outil de ce fabricant américain que vous n'avez pas cité pouvait très bien être des terminaux de cloud. Alors attention, parce que c'est pas là où, en général, nous, spécialistes de sécurité informatique, faisons porter nos principaux efforts. Or, il y a là matière à une ouverture de brèches de sécurité. Menaces internes et crimes organisés, je ne reviens pas là-dessus, tout ça vous le savez. En conclusion, 3 recommandations, alors là pour le coup émanant à la fois de cette étude de Deloitte que je vous évoquais et de discussions que nous avons avec nos clients DSI. Alors ça a l'air tout bête, hein, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans la présentation qui va suivre. Obtenir des garanties concernant la sécurité dans le cloud. C'est bêta à dire, mais il faut vraiment le faire parce que vous ne le maîtrisez plus. Évaluer les menaces existantes. Évidemment, crypter les données. Alors c'est bête, mais il faut vraiment y penser. Essayer autant que faire se peut, et ça ne sera pas facile, d'évaluer les contrôles mis en place par le fournisseur pour organiser sa propre sécurité et en particulier séparer les données. Ce ne sera pas facile parce que personne n'aime parler de sa sécurité. Par définition, on met en place des politiques. Alors, on peut parler des principes, mais on n'aime pas rentrer dans les détails parce que plus on entre dans les détails, plus on divulgue quelles sont ces scènes de protection, évidemment, plus ils sont attaquables. Mais néanmoins, je vous engage à autant que faire se peut, essayer d'entrer dans ces détails-là avec vos prestataires. Une nouvelle fois, valider que l'élimination des données peut être effectuée correctement. Autant que possible, identifier la localisation géographique de tous les sites de stockage. Là aussi, vous aurez probablement du mal à avoir des réponses. Évaluer, en termes généraux, l'efficacité de la surveillance de cette protection. Une fois que la protection est en place, comment est-elle monitorée ? Et enfin, évaluer les questions de gestion d'identité, d'interopérabilité, et j'ajouterais donc de réversibilité, qui finalement est peut-être le révélateur. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir des clauses de réversibilité qui sont complètes, qui sont expliquées dans le détail sur comment les choses vont se passer, peut-être que c'est par là que vous allez trouver le moyen de lister. Imaginez juste, quand vous signez avec un acteur, un prestataire du cloud, imaginez juste qu'un jour vous deviez le quitter. Vous avez tous compris que ça ne va pas être facile. D'où l'intérêt de se poser la question très tôt. Et en vous imaginant comment vous allez faire, vous allez très certainement commencer à lister les points sur lesquels, qui sont importants, qui vont être difficiles, et donc les points sur lesquels vous allez devoir faire porter votre effort dans les discussions que vous allez avoir avec eux et dans les négociations contractuelles que vous allez avoir avec eux. Brillante transition vers la présentation qui va suivre. Vous avez mes coordonnées ici. Si vous souhaitez des détails sur quoi que ce soit dans des principes dans lesquels j'ai pu rentrer ou toute autre information que je pourrais éventuellement avoir pour vous.